Merci Thomas pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais rapidement présenter la structure EcoDev et puis je laisserai la main assez rapidement de toute manière aux intervenants. Bon, moi, je suis Timothée Kellard, donc cofondateur d'EcoDev, qui accompagne depuis 12 ans les employeurs dans leur politique développement durable ou maintenant RSE, puisque c'est le vocabulaire à date. Et notre raison d'être, c'est de réveiller ou éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. On va dire, dans ce cadre assez général, on a principalement 4 métiers, du conseil à la mesure d'impact, en passant par le déploiement opérationnel ou la conduite de changement, sur différents pôles d'expertise qui vont des indicateurs donc socio-environnementaux ou les politiques associées RSE à les enjeux climat, la mobilité durable, biodiversité et l'économie circulaire. Il faut savoir que la mobilité durable est un des 2 métiers historiques d'EcoDev et on a monté il y a maintenant un peu plus de 2 ans un écosystème d'acteurs autour de ces enjeux puisqu'on a finalement constaté après un certain nombre d'années de conseils que plus on était mieux accompagné, on va dire, ou plus on était fort à plusieurs. Donc bon voilà, je reviens pas sur l'illustration, mais on comprend bien qu'aujourd'hui les sujets de mobilité sont au croisement d'un certain nombre d'enjeux, à la fois d'infrastructures, de politiques publiques, mais aussi de politiques d'employeurs, d'aménagement du travail et également, on va dire, de nouveaux réflexes et de nouveaux comportements. Et en fait, ça amène à avoir une ambition qui est de travailler sur différents thèmes et d'aider les employeurs dans ce, on va dire, nouveau monde finalement, et de s'approprier ce sujet de management de la mobilité. On croit beaucoup, comme il y a 10 ou 12 ans, que toutes les entreprises de plus de peut-être 20, 30 ou 40 collaborateurs auront la nécessité d'avoir un poste dédié à ces enjeux de mobilité et qui devrait finalement concentrer et agréger différents flux aujourd'hui qui sont les trajets professionnels, domicile-travail, les trajets quotidiens de manière générale. Donc ça s'accompagne, on va dire en termes d'habitude. Donc on travaille beaucoup sur les changements de comportement, puisque du coup, je prends souvent l'exemple des innovations qu'on peut piloter, mais qui sont souvent en fait sur des modes assez anciens. On peut prendre l'exemple du vélo ou le télétravail. Hein, c'est des sujets qui datent d'il y a quand même quelques années, mais qui ont eu du mal peut-être à se déployer massivement au sein des employeurs. Et c'est vraiment ce sujet qui est quand même notable. C'est comment accompagner ce changement, puisqu'on ne décrète pas finalement de faire changer d'habitude, on l'accompagne autant que possible. Et puis on veut valoriser un certain nombre de solutions innovantes ou d'acteurs engagés. Ce sera l'exemple avec Albert aujourd'hui sur une solution assez innovante et soutenir les enjeux de sobriété et l'innovation responsable. Et c'est là où l'ADEME est garant finalement avec les études qu'elle peut faire pour nous illustrer et nous éclairer finalement sur les tendances et les effets rebonds, comme on le verra avec Yann par la suite. Des objectifs, on s'en fixe plusieurs, mais on en a synthétisé 5. Donc, aider à avoir du concret, comprendre ensemble les problématiques qu'on rencontre, offrir finalement une visibilité ou des retours terrain et des conditions de réussite, et travailler aussi sur les impacts socio-économiques, puisque du coup, on est sur des sujets qui ne sont peut-être pas mesurables aussi simplement que la comptabilité analytique classique d'une entreprise, et on est obligé de travailler sur les co-bénéfices et les enjeux associés. On a un certain nombre de prestations dans cet écosystème qui sont clés en main, qui vont de la hotline au suivi assez quotidien ou des événements comme on le fait aujourd'hui pour éduquer, éveiller, informer. Et puis on a un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent ou qui nous aident sur ces sujets de contenu et de retour d'expérience ou de déploiement opérationnel. Je reviens pas sur cette liste qui est assez longue. C'était simplement pour illustrer qu'on a un club finalement assez ouvert, mélangeant public-privé et puis essayant de casser un peu on va dire les habitudes, puisque du coup on est confronté quand même à des enjeux qui nécessitent de se tenir tous la main. Et puis on a un certain nombre d'initiatives avec des outils, des ressources, des webinars ou d'autres actualités autour par exemple du label employeur Pro Vélo ou le sujet des négociations annuelles obligatoires. On a pu faire un peu évoluer la réglementation là sur les 600 € avec le collectif FMD. En cas de cumul et transport. Et puis, on avait fait le baromètre pour le ministère des Transports et l'ADEME autour du forfait mobilité durable. Voilà, en quelques mots, la présentation. Je vais laisser la main maintenant à Johanna, je crois, pour introduire le contexte. Alors, donc, avant de laisser la parole à l'ADEME et Semana, je vais vous faire une rapide introduction et présenter quelques chiffres et évolutions des pratiques qui ressortent de nos missions de conseil.
Donc, cette analyse a porté sur un panel de 15 entreprises pour un total de 4 699 répondants ayant diffusé des enquêtes mobilité depuis septembre 2020. Alors, pour décrire le panel, en termes de secteur d'activité, on a 29% des répondants qui travaillent pour le secteur de la production et de la distribution d'énergie, 18% pour une activité financière et d'assurance et 16% pour une activité de production. Et en termes d'implantation géographique, on a 69% des répondants qui travaillent en Île-de-France, 2% qui travaillent en région et 29% qui travaillent pour une entreprise multisite ayant à la fois des sites en Île-de-France et en région. Donc on voit qu'on est quand même majoritairement sur des répondants franciliens. Ensuite, si on rentre dans le vif du sujet, quelle évolution on a pu constater chez nos clients quant à leur pratique de télétravail? Donc, premier constat, on assiste vraiment à une pérennisation de la pratique suite à la crise sanitaire avec une part de répondants ayant la possibilité de télétravailler en forte progression, donc plus 54%. Et second constat, le nombre de jours autorisés télétravaillés est également en forte progression. Donc, on a plus 26% de répondants supplémentaires ayant l'autorisation de télétravailler 3 jours ou plus par semaine. Après, ces chiffres restent quand même à manier avec précaution, car comme je le disais avant, le panel a inclus des enquêtes diffusées dès septembre 2020. Et à cette période, on sait qu'il y avait encore des entreprises qui n'étaient pas revenues totalement à des pratiques normales en termes de fréquence sur site. Et pour conclure, de manière générale, on a constaté que la mise en place ou la refonte d'accords de télétravail est quasi systématiquement inclus dans les plans d'action de nos clients et avec beaucoup plus de souplesse que dans les règles que ce que l'on pouvait constater avant le début de la crise sanitaire. Ensuite, donc le télétravail, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir le pratiquer dans de bonnes conditions. Donc, ce qui ressort, c'est que 89% des répondants ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits de leur pratique actuelle de télétravail. Mais on a quand même 10% qui ne le sont pas. Et la première source d'insatisfaction pour 59% des répondants non satisfaits est liée à un manque de matériel adapté, donc du type écran, équipement de bureau à son domicile, mais également, ce qui ressort, c'est un manque de place ou vraiment d'un espace dédié de travail chez soi pour avoir une vraie coupure entre vie perso et vie professionnelle. Ensuite, en seconde position, on a 22% des répondants qui souhaiteraient télétravailler un plus grand nombre de jours. Et en troisième, à l'inverse, 18% qui souhaiteraient télétravailler moins. Donc, on voit qu'il y a de forts enjeux. D'une part, autour de l'accompagnement de ces collaborateurs pour améliorer leur niveau de confort à domicile et d'autre part, autour de la flexibilité des règles du télétravail afin de s'adapter au mieux aux besoins et attentes de ces collaborateurs. Et pour conclure cette partie, donc on voit que si 87% des répondants plébiscitent le télétravail pour réduire leur temps passé dans les transports, il existe d'autres pratiques en faveur de la démobilité, pardon. Donc 28% des répondants jugent l'usage de la visioconférence pertinente pour réduire les déplacements professionnels lorsqu'il n'y a pas une nécessité de présence physique notamment. Ensuite, 28% également seraient intéressés par des tiers-lieux ou espaces de coworking plus proches de leur domicile que leur site, ce qui permettrait donc de réduire les distances domicile-travail. Et enfin, 25% plébiscitent la flexibilité horaire. Donc la flexibilité horaire, ça a de nombreux avantages. Ça permet déjà de faciliter l'organisation d'équipage de covoiturage, de faciliter aussi l'usage des transports en commun lorsque les fréquences de passage sont faibles, mais aussi en évitant les heures de pointe. Et ce dernier constat vaut également pour le trafic routier. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue de l'ADEME. Très bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Les éléments que je vais vous présenter sont issus d'un certain nombre d'études, plusieurs études qu'on a pu mener sur les 2 dernières années. Donc je commencerai par faire un petit point sur le profil des télétravailleurs, les freins, les facteurs de développement, les clés de succès, avant de pouvoir enchaîner sur le sujet notamment de l'impact du Covid, comment la période qu'on a tous vécue a été aussi un révélateur, un accélérateur de certaines pratiques, comment il a changé des pratiques, et je ferai un point sur les effets environnementaux du télétravail. Donc tout d'abord, en termes de profil,
on est quand même sur une implantation territoriale des télétravailleurs qui est assez proche de la population française, que relativement bien répartie, même si effectivement on constate une présence beaucoup plus forte en région parisienne. Une population plutôt masculine. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un tiers de non-salariés qui télétravaillent, la plupart à plein temps, et avec une forte proportion qui existe dans des TPE, dans des très petites entreprises, souvent une activité de service. Alors en termes de motivation, on en a un petit peu parlé, c'est typiquement le raccourcissement des temps et des coûts de déplacement, la possibilité de travailler dans un environnement plus, on va dire, moins stressant, les contraintes d'organisation et en revanche quelques freins qui sont plus importants quand on regarde les pratiques de télétravail en tiers-lieu, comme le manque de contact, de relations avec l'équipe ou d'une manière générale avec des personnes, avec des êtres humains, ou avec son management. Le risque de porosité aussi vie privée, vie personnelle qui s'accentue en conditions de télétravail. Et enfin, le ralentissement de l'évolution de la carrière. En termes de facteurs déclenchants, ils sont multiples. Soit une augmentation du coût de transport, donc qui rejoint les leviers qu'on a identifiés sur le télétravail, de la durée, de la pénibilité, du manque de confort aussi dans le cadre du déplacement, l'arrivée d'enfants, typiquement, qui va être aussi un accélérateur, un changeur de comportement, qui va changer les comportements, ou encore un déménagement. Donc voilà sur le profil. Maintenant, si on regarde les freins au développement du télétravail, tout d'abord en termes d'enjeux économiques, c'est-à-dire que souvent, on a quand même des coûts de mise en place qui sont bien identifiés, mais qui vont être assez variables selon la maturité technologique de l'organisation. Si, par exemple, il faut qu'elle se dote de tout un système de visioconférence qui n'existait pas. Et toujours sur le volet économique, une difficulté, on va dire, à traduire ce que sont les bénéfices du travail en termes financiers, en termes économiques. Il y a aussi un certain nombre d'incertitudes juridiques qui subsistent sur la question des accidents du travail en télétravail, la réversibilité ou les questions relatives à la CNIL et à la protection des données personnelles. On a aussi un déficit de formation et de sensibilisation au travail à distance. D'ailleurs, de plus en plus de formations se mettent en œuvre pour les travailleurs, pour les collaborateurs et pour leur management. Donc, travailler à distance, ça implique de nouvelles compétences, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'échanger. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a effectivement une formation relativement encore insuffisante, que ce soit sur la question des outils numériques, la gestion de son temps, la gestion de ses tâches, ou encore en matière d'efficacité professionnelle. Inversement, si on regarde les facteurs de développement du télétravail, on peut voir le télétravail comme un amortisseur social dans le cas d'une réorganisation, par exemple d'une réorganisation qui induit des changements de site, que ce soit dans le cadre de déménagement, de fermeture. C'est aussi un autre facteur de développement, c'est l'amélioration de la QVT, de la qualité de vie au travail, un environnement calme qui va réduire la fragmentation du travail, favoriser la concentration. On constate un surplus de motivation, de productivité, une baisse du niveau de fatigue, notamment parce qu'on économise des temps de transport. Et enfin, un autre facteur de développement du télétravail important, c'est la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, finalement, qui va permettre d'apporter plus de flexibilité à ces modes de vie et notamment en faveur de la parentalité. On voit aussi que le télétravail, c'est une opportunité d'évolution des pratiques managériales. Typiquement, pour le manager, évoluer d'une position plus de manager-contrôleur vers un manager animateur, entraîneur, coach. Et aussi une évolution vis-à-vis de la digitalisation des manières de travailler et des modes de collaboration. Le télétravail, c'est aussi un enjeu de politique RH, de fidélisation, d'attractivité, notamment auprès des publics jeunes. Cela reste cependant encore mal documenté en termes d'enjeux, mais on constate que ça peut être un argument de recrutement. Et enfin, des enjeux environnementaux, on y reviendra, qui restent quand même peu présents en revanche dans la prise de décision de mettre en œuvre le télétravail, et je vous expliquerai notamment pourquoi c'est pas non plus simple d'intégrer cette dimension environnementale dans la prise de décision. Alors maintenant, si on regarde les facteurs clés de succès de la mise en place d'un projet, d'une organisation de télétravail au sein d'une organisation,
Le premier, au rang 1, c'est bien sûr l'engagement des dirigeants dans la démarche, l'intégration du projet à la stratégie de l'organisation, la signature d'un accord d'entreprise pour venir formaliser la nouvelle organisation, la sélection des télétravailleurs au sein des populations de travailleurs, la réflexion sur la fréquence de télétravail qui doit être adaptée finalement aux exigences de l'activité, mais aussi à la culture de l'entreprise et aux pratiques, au type d'activité qu'elle peut avoir à mettre en œuvre. Une communication aussi claire sur la définition du télétravail auprès des salariés, un accompagnement du changement qui doit être complet, c'est-à-dire de bout en bout, qui doit donc aller jusqu'à cette formation aussi, dont on parlait tout à l'heure. Un investissement dans des technologies qui soient adaptées aussi, qui soient fiables, mais aussi les plus ergonomiques, les plus faciles à utiliser. Et enfin, ce qu'on remarquera en règle générale, quand on met en œuvre au sein d'une organisation un projet de télétravail, c'est qu'on va passer par une phase d'expérimentation qui nous permettra notamment d'ailleurs de définir comment on va suivre les télétravailleurs et comment on va assurer un suivi de cette nouvelle organisation. Donc voilà, maintenant, si je regarde un petit peu, si on passe déjà cette période qu'on a tous vécue, de cet épisode sanitaire, ce qu'on a constaté, c'est que c'était un révélateur, vraiment un accélérateur de tendance. Déjà, bien sûr, je pense je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais on a tous constaté une massification du télétravail forcé, hein, pour la plupart du temps pendant le confinement. D'ailleurs, ça a été confirmé non seulement au travers des études que l'ADEME a pu publier, mais aussi au travers des études que d'autres acteurs ont publiées, avec plus de 20%, 25% de télétravailleurs. Alors après, des taux hétérogènes en fonction des typologies d'activités, des types de métiers. D'une manière générale, en revanche, on a vraiment un télétravail qui a été plébiscité par les primo-télétravailleurs, c'est-à-dire ceux qui ne télétravaillaient pas avant la période du Covid. Donc, en très très grande majorité, environ 75% des primo-télétravailleurs qui sont convaincus, qui souhaitent continuer de télétravailler à l'avenir. Mais d'un autre côté, qui, après la crise sanitaire, souhaitent y aller pas à pas, notamment en étudiant, je dirais en tout cas alors, un télétravail généralisé, je pense qu'il y a très peu d'entreprises et d'organisations qui le cooptent, mais en revanche, voilà, de vraiment réfléchir à quelle doit être la fréquence de télétravail, quel doit être le taux de télétravail le plus adapté en fonction de l'activité de l'entreprise. Mais comme je disais, d'une manière générale, c'est plus de 8 salariés sur 10 qui sont favorables au télétravail parmi les télétravailleurs potentiels. Alors donc ça a été notamment corrélé par différentes études qu'on peut trouver dans la bibliographie. Cependant, c'est aussi important de le noter, le télétravail reste quand même pour une partie des salariés, pour à peu près, enfin en tout cas plus de 40%, inaccessible pour eux. Voilà. Bon, ensuite, d'une manière générale, c'est une organisation qui va être également plébiscitée par l'employeur, puisque la plupart des employeurs vont souhaiter continuer finalement à mettre en œuvre ce télétravail, toujours à des fréquences qui seront variables, mais d'une manière générale, la très grande majorité tourne autour plutôt des 2-3 jours par semaine max de télétravail. Ce qu'on a pu aussi constater cependant, c'est que alors c'est pas un jugement de valeur hein, quand je dis cependant, c'est que suite au déconfinement, à la reprise de l'activité, on a quand même constaté une baisse du télétravail, un retour assez rapide sur site, qui a été plus particulièrement marqué en France, plus particulièrement que dans d'autres pays, comme typiquement au Royaume-Uni, où les pratiques de télétravail qui s'étaient mises en œuvre au cours du confinement ont perduré et continuent de perdurer plus longtemps. Alors, si on regarde maintenant les impacts du télétravail sur les modes de vie, c'est intéressant aussi de se poser cette question. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que il y a quand même une relocalisation on va dire des activités hors travail plus proches de soi. Donc, typiquement, plus de télétravailleurs vont se tourner vers des commerces de proximité. On va plutôt préférer faire ses achats dans des grandes, moyennes surfaces à moins de 10 km du domicile.
Et typiquement, d'ailleurs, dans les éléments de mesure qu'on a pu obtenir, c'est que plus de 50% des télétravailleurs font leurs courses alimentaires dans des commerces de proximité, c'est-à-dire à moins de 2 km du domicile. C'est aussi le télétravail l'occasion d'un changement des pratiques de mobilité. Alors, déjà sous l'angle du lieu de vie. C'est-à-dire que finalement, plus de 40% des primo-télétravailleurs, 44%, indiquent pouvoir choisir avec le télétravail un emploi ou un logement plus éloigné. Donc on va se délocaliser, en tout cas changer. Alors, on n'a pas constaté une vague en tout cas, on n'a pas d'éléments de mesure sur des vagues de changement de lieu de vie. Mais en revanche, on constate que c'est des pratiques qui peuvent rentrer en ligne de compte dans le choix des télétravailleurs. En revanche, ça pose la question, et on y reviendra d'ailleurs sur les effets rebonds en matière environnementale, ça pose la question de la motorisation. Finalement, plus on s'éloigne de son lieu de travail, plus on éloigne son domicile de son lieu de travail, plus on va avoir tendance donc à utiliser sa voiture. Alors ça dépend des environnements, mais en tout cas pour ce qui est hors ultra-urbain ou urbain dense, on va quand même plus utiliser sa voiture et donc se remotoriser ou continuer d'être motorisé. Il n'y a que les télétravailleurs en zone périurbaine qui, en revanche, utilisent plus les transports en commun. Donc voilà, finalement, l'éloignement des actifs de ces zones urbaines, très, très denses en matière d'emploi, provoque un risque de remotorisation. Cependant, il y a quand même cette capacité à pouvoir, dès lors qu'il existe et qu'il est suffisamment développé, à utiliser les transports en commun toujours pour venir au travail. Autre point qu'on a constaté de manière assez évidente, en l'occurrence, c'est une explosion de la pratique du e-commerce. Alors, on dit que le confinement a été l'occasion de découvrir le e-commerce. Alors, il faut quand même avoir en tête que plus de la très 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 grande majorité, plus de 98% maintenant, 95% des citoyens français recourent au moins une fois par an au e-commerce. Là, j'avais marqué 3 sur 4, mais en fait, ça augmente depuis. C'est toujours à des taux de croissance assez énormes. Et finalement, on a aussi constaté ce recours au e-commerce aussi pour les courses alimentaires. Finalement, ce qu'on pouvait faire quand on allait au travail, quand on revenait de son travail, on passait par des commerces de proximité ou par des grandes surfaces pour faire les courses. Bah, finalement, de plus en plus, on le retranscrit, et ça a été, cette période du télétravail forcé a été justement un accélérateur de cette tendance. On se retranscrit, on se repose plus sur le e-commerce. Et notamment, ce qu'on constate aussi, c'est aussi une évolution du recours à la livraison rapide. Donc, en tout cas, c'est une évolution sociale, on va dire, une évolution sociétale, une évolution des pratiques de consommation. Si on veut pas que ça perturbe trop, que ça ait un impact négatif, en tout cas sur l'environnement et aussi économique, c'est une vraie question. Il faudra aussi que se développent des nouveaux modèles en faveur des circuits courts et des commerces de proximité. Alors, si on se focalise plus sur l'effet direct du télétravail en matière environnementale, c'est vraiment l'impact lié à la diminution des trajets réguliers entre le domicile et le lieu de travail. Déjà, c'est important d'avoir un élément de départ, c'est-à-dire que là encore, la grande majorité des Français, 7 Français sur 10, utilisent toujours leur véhicule, enfin leur voiture, pour se rendre sur le lieu de travail. Ce qui représente quand même une part importante des émissions liées à la mobilité. On a fait différentes études pour essayer de valoriser, pour valoriser en tout cas ce que pouvait représenter l'impact du télétravail. Et en fonction de nos études, en fonction des résultats, en fonction de la fréquence de télétravail, typiquement un exemple, c'est que par exemple, le télétravail un jour par semaine permet d'économiser à l'échelle française plus de 3000 tonnes de CO2. Ça permet d'éviter quand même une partie non négligeable des déplacements du quotidien. En revanche, si on peut dire que l'effet direct du télétravail reste favorable en matière environnementale, cette analyse, ce jugement va être quand même modulé par des effets rebonds, les effets rebonds du télétravail, qui vont aussi bien être favorables que défavorables. Quand on parle d'impact défavorable, typiquement, même si on va plus au travail, même si on est en télétravail, il y a un certain nombre de déplacements quand même qu'on doit faire.
typiquement, emmener les enfants à l'école, aller à la poste, faire ses courses du quotidien. Ça va quand même induire le fait qu'on fasse des déplacements exprès pour réaliser c'est aller chercher ses enfants. Alors que typiquement, on pouvait combiner son déplacement domicile-travail, par exemple le matin, aller au boulot et emmener en même temps ses enfants à l'école, ou le soir, revenir du travail et aller les chercher sur le chemin. Donc finalement, le télétravail fait émerger des déplacements nouveaux pour continuer d'avoir une vie normale. C'est aussi une augmentation des flux vidéo. Donc bien sûr, le télétravail, ça va de pair avec l'usage de la visio, de la téléconférence, et donc il y a une consommation en matière énergétique et qui induit des émissions de CO2. Finalement, ça peut aussi créer de nouveaux déplacements. Vu que je suis en télétravail, j'ai plus en profiter pour faire du sport, donc je vais prendre ma voiture pour aller, par exemple, courir en forêt. Donc voilà, faire attention à ces effets rebonds. Et enfin, le dernier élément en matière d'effets négatifs, on va dire, d'effets rebonds du télétravail, c'est bien sûr les consommations énergétiques à domicile. Typiquement, quand je télétravaille chez moi, ça sera moins impactant en tiers-lieu en tiers-lieu, mais quand je travaille chez moi, je dois continuer de m'éclairer, je dois chauffer mon domicile pour pouvoir vivre normalement. En revanche, il y a aussi des effets rebonds favorables, et de manière assez notable d'ailleurs, puisqu'ils peuvent impacter les émissions de plus de 50%, sont la réduction des surfaces. Finalement, le télétravail va être l'occasion de potentiellement réfléchir à l'organisation du travail et l'occasion de réduire, par exemple, ces surfaces par rapport au nombre de télétravailleurs qui augmenterait dans l'entreprise. Donc voilà. Et je ne cacherai pas que ce sont des éléments assez complexes à modéliser, à quantifier, puisque finalement, les effets rebonds vont vraiment être des questions de pratique, de mode de vie, et qui vont très varier entre les télétravailleurs. Donc il y a vraiment une vraie difficulté pour mesurer de manière statistique, pour mesurer de manière fiable les effets rebonds liés au télétravail. Voilà. Et en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, donc pour finir sur cet aspect environnemental, c'est que malgré les effets rebonds, on est quand même sur un bilan environnemental du télétravail qui reste favorable, dans la plupart des jeux d'hypothèses qu'on a testés, ou dans la littérature existante. Cependant, je le redis, il faut vraiment prendre ça avec du recul, et notamment pour ce qui pourrait se passer dans les mois, les semaines à venir. Alors, je ne parle pas obligatoirement d'une reprise du télétravail, si on doit repasser par un télétravail forcé, mais plutôt comment les entreprises vont digérer finalement ce nouveau mode de travail. Les études qu'on a pu mener, elles apportent aussi des éclairages, typiquement, par exemple, que le télétravail pourrait générer à l'avenir de nouvelles mobilités récréatives longues, comme on en parlait. Le télétravail peut aussi être un déclencheur d'un investissement de l'ère de vie professionnelle. Ou enfin un phénomène de relocalisation, mais même s'il n'est pas à ce jour encore significatif. Et en matière de perspective, pour finir, on est quand même dans une pratique du télétravail qui est en pleine transformation sous l'effet du Covid, avec une augmentation de la fréquence, une acceptabilité plus forte de la virtualisation des relations, des effets sur le long terme sur la localisation des télétravailleurs et des travailleurs. Alors, une dynamique qu'on a pu constater, enfin qu'on voit pouvoir potentiellement émerger, c'est le développement du freelancing plus lointain, plus éloigné. Et pour finir, des effets quand même systémiques, et là encore, j'attire votre attention sur la complexité finalement de la mesure, donc des effets systémiques qui sont par nature assez difficiles à estimer, mais qui pourraient être significatifs, notamment en matière de qualité de l'air. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Yann. Du coup, je me permets. Non, mais c'est bien. Les transitions, génial, c'est simple. Allez, vas-y. Je me suis permis de reprendre la parole, du coup, pour me représenter. Donc, moi, je m'appelle Albert Reynaud, je suis le fondateur de Semana, qui, comme vous allez voir, nous, on est une solution en ligne qui permet d'organiser à la fois les plannings de présence et simplifier l'allocation des espaces. Tout ça dans le but de vous permettre, organisation, d'opérer en mode hybride. Hybride, c'est un mot savant, mais qui veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, le travail, comme on l'a très largement déjà abordé aujourd'hui, le travail peut se faire partout. Il peut se faire
à la maison, comme on l'a vu, au bureau. Il va toujours s'opérer d'une certaine proportion au bureau, mais de plus en plus aussi chez le client, dans les transports, dans une autre maison, dans une maison secondaire, etc. Et que tous ces espaces de travail finalement constituent l'espace de travail de demain. Et c'est ce qu'on appelle du coup travailler dans ce mode hybride, c'est de pouvoir justement appréhender tous ces espaces en même temps et ce qui transforme de manière assez profonde finalement l'organisation du travail. Donc, moi, le premier élément que je voulais aborder, c'était déjà voir un peu comment s'opère cette transition vers des modes hybrides. Et ensuite, une fois que ce mode d'action est en place, comment opérer de manière efficace dans cette organisation. Donc, premier élément d'attention, c'est, on parle beaucoup de moyennes, on les a abordées aujourd'hui. Nous, quand on interroge les RH, pour rappel, nous, on travaille on interroge aujourd'hui depuis un an plus de 1000 sociétés sur ce sujet spécifiquement. Et évidemment, on converge tous autour de 2-3 jours de télétravail par semaine, ce qui semble être le nombre de jours idéal aux yeux des RH et des employés. Mais là où j'attire votre attention, c'est sur la nature assez hétérogène de ces statistiques. Et d'ailleurs, les statistiques que montrait Johanna en début de présentation sont assez symptomatiques parce qu'elles sont finalement contradictoires. Certains employés disent l'inverse de d'autres employés. Et pour moi, ça illustre très bien cette hétérogénéité. C'est qu'au-delà de la moyenne de 2 à 3 jours, il faut garder en tête le fait que d'une entreprise à l'autre, selon sa taille, selon son secteur d'activité, selon la culture, selon la localisation, évidemment, la relation vis-à-vis du télétravail va varier très significativement. Et de la même manière, au sein d'une organisation, que l'on soit membre d'une fonction RH ou une fonction sales ou marketing, que l'on soit senior ou stagiaire, que l'on habite loin, qu'on a des enfants, on a un problème de santé, pour toutes ces raisons, le rapport des collaborateurs au télétravail va varier énormément. Et qu'il faut savoir, et que de mon point de vue, la clé du succès consiste à pouvoir appréhender cette hétérogénéité. Et ça passe avant tout par un travail de diagnostic, d'audit, qui va vous permettre de comprendre finalement la relation que les collaborateurs ont au télétravail, mais aussi la relation qu'ils ont avec les bureaux, avec la présence au bureau, pour justement vous pouvoir comprendre de manière plus hétérogène, plus granulaire, comment est-ce que vous devez aborder ce sujet. Une autre étape importante dans ce travail de diagnostic, c'est la consultation du middle management. On l'a un tout petit peu abordé précédemment. Nous, on se rend compte, voyant toutes ces entreprises qui transitionnent vers ces modes hybrides, qui mettent en place la politique de télétravail, c'est que souvent, effectivement, le middle management sont les éléments, sont la pièce finalement un petit peu stratégique qui assure le succès de cette transition. C'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui reçoivent les mécontentements des collaborateurs, c'est eux qui ont des difficultés à manager, et que du coup, les impliquer très tôt dans le processus, ça permet de déminer un certain nombre de problèmes par rapport à cette transition. Dernière best practice ou bonne pratique par rapport à ça, c'est la mise en place que nous, on a pu observer sur certaines entreprises, c'est la mise en place d'une task force. Une task force qui concrètement va impliquer différents membres de différentes fonctions de l'organisation. Donc, ce sont des volontaires au travers de votre organisation qui vont travailler sur ce sujet. Et ça aura pour but, en plus de ce qu'on a vu précédemment, de montrer à tout le monde que ce projet de transition est participatif et collectif. Et ça va vous permettre, évidemment, comme beaucoup de projets RH en général d'ailleurs, de remporter une certaine adhésion de la part de l'ensemble de nos collaborateurs qui se sont ressentis impliqués dans ce processus. Voilà, donc après ça, évidemment, se pose la question de la mise en place de cette politique de télétravail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont déjà fait ce travail de définition avec les organisations syndicales, etc., de la politique de télétravail, de la charte de télétravail. Ma recommandation à ce sujet, c'est de finalement avoir une approche assez flexible et de vous laisser un certain nombre de marges de manœuvre. D'accord ? Donc, définir un cadre général qui soit un nombre X de jours de télétravail par semaine, mais vous permettre dans l'écriture et dans la rédaction de cette charte d'adapter, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, d'adapter finalement cette politique à chaque
particularités de chacun de vos collaborateurs, de chacune de vos équipes. Vous allez devoir faire face au moment de justement établir cette politique et de mettre en place les règles de présence des collaborateurs à une espèce d'équation à trois inconnus qui finalement trois forces un petit peu contradictoires qu'il va falloir réconcilier. Premier enjeu, c'est les besoins de collaboration de vos équipes. Donc, à quel point vos équipes ont besoin de se retrouver au bureau fréquemment pour collaborer, pour travailler ensemble, etc. Cette besoin de collaboration ne va pas forcément être en adéquation avec l'envie de flexibilité des collaborateurs par rapport au choix des jours de télétravail. C'est-à-dire que plus vous allez donner de la flexibilité à vos collaborateurs, moins évidemment vous allez laisser la place à la collaboration. Et une troisième variable dans cette équation à prendre en compte, ce sont les enjeux liés à la capacité du bureau. Parce que évidemment, et on verra ça un peu plus dans le détail, plus vous allez pratiquer le télétravail, plus vous allez vous poser la question de la réduction des surfaces et donc d'opérer avec moins de desks d'effectifs. Et donc, comment est-ce que j'appréhende ce taux d'occupation? Et donc vraiment garder en tête ces trois variables, donc la collaboration, la flexibilité, la capacité, pour justement définir cette politique de télétravail. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, effectivement, se pose très naturellement la question du passage en flex office. Le constat et la séquence des événements, elle se produit souvent dans l'ordre suivant. On va d'abord mettre en place le télétravail, constater que puisque mes collaborateurs sont 2-3 jours en dehors des bureaux, eh bien, 2-3 jours par semaine, j'ai en permanence des bureaux inoccupés. Et donc, comment est-ce que je rationalise mes espaces? Donc, concrètement, potentiellement, comment est-ce que je réduis les surfaces, mais pourquoi pas aussi pour comment je vais mettre de plus en plus de monde dans les mêmes bureaux ou tout simplement réorganiser les espaces. Et on va voir ça un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Nous, ce qu'on constate de manière générale avec les contacts que l'on a, nous, avec nos clients, c'est que on se dirige vers une réduction de l'ordre de 25% des surfaces. Le calcul est caricaturé est le suivant. On va nous se diriger vers 2 jours de télétravail par semaine, ce qui correspond à 40% d'espace inoccupé en permanence. Les entreprises, elles, se gardent une marge de manœuvre d'environ 15%. Donc, c'est un peu pour faire face aux fluctuations en termes de taux d'occupation et vont atterrir finalement avec une cible de capacité de bureau qui sera de 75%, donc de taux de flex, donc c'est-à-dire 75% de bureaux pour 7,5 bureaux pour 10 personnes. Voilà. Après ça, une fois que on a décidé de l'objectif en termes d'espace de travail disponible, va devoir se poser la question des règles d'allocation. Donc là-dessus, il y a plein de modalités avec des zones attribuées, des zones dédiées, des zones prioritaires, etc., etc. Il y a une espèce de continuum qui se présente à vous entre, j'opère en full flex, donc full flex, ça veut dire que tout le monde peut se mettre n'importe où, à l'autre extrême, c'est évidemment tout le monde a ses espaces dédiés. Nous, évidemment, on vous recommande d'avoir une approche assez flexible, donc avec des espaces de flex où les gens vont choisir leur desk ou alors se voir attribuer des desks. Des zones, plutôt que des desks. Notre recommandation par rapport à ça, c'est de ne pas aller trop dans la granularité, dans la définition de vos zones, puisque très vite, vous allez rentrer dans des complexités de gestion, notamment quand toutes les équipes viennent en même temps, etc. Et que, du coup, rester sur des règles d'attribution par zone, pour permettre aux collaborateurs de toujours venir au bureau et de se retrouver plus ou moins à proximité des gens des mêmes équipes. Par contre, d'avoir des zones pas trop granulaires. La question en parallèle se pose de la finalité, finalement, de l'espace de bureau comme on le connaît. Il faut bien voir que le bureau, historiquement, c'était un endroit où tout le monde allait tous les jours pour faire toutes les tâches de travail. 2020 a été l'année où on a officialisé le fait que le bureau n'était pas le seul lieu où le travail pouvait être effectué et que, comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant, le travail est hybride et peut s'opérer à plein d'endroits. La question qui se pose, c'est que du coup, quel va être le nouveau rôle dans ce contexte de l'espace de bureau? Pourquoi un collaborateur va aller au bureau à l'avenir et se pose la question alors des différentes tâches. On parle beaucoup de activity-based zoning, etc. C'est cette idée d'aller comprendre un peu plus dans les détails quelles sont
la ventilation des tâches réalisées par vos équipes et par votre organisation, entre les tâches de concentration, qui elles sont évidemment mieux réalisées dans un desk individuel ou même à la maison, les tâches de collaboration que vous pouvez imaginer être réalisées dans une salle de réunion, dans des salles de créativité, etc. Des moments de socialisation et enfin des moments de communication un petit peu plus one-to-one, quoi. Et donc, ce que nous, on constate de manière assez intuitive, c'est que là où avant, le bureau permettait de réaliser toutes ces tâches de manière un peu indistinctement, et bien maintenant que la maison a plus tendance à permettre de faire des tâches liées à la concentration et à la communication à one-to-one, et bien par jeu de vases communicants, le bureau, lui, va de plus en plus avoir ce rôle où il va permettre plutôt de faire des tâches de collaboration, de socialisation, de créativité. Donc, ça peut inspirer finalement la réorganisation des espaces pour justement mieux adapter ces espaces de travail à cette nouvelle réalité. Donc voilà, une fois que vous avez mis en place ce nouveau mode de travail, eh bien, il faut opérer de manière efficace. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais nous, en parlant avec toutes ces sociétés sur ce sujet depuis maintenant plus d'un an, on voit qu'il y a des choses qui reviennent et j'ai essayé, au travers de cette slide, de résumer finalement les 7 recommandations ou bonnes pratiques qui permettent d'opérer justement dans ce mode-là de manière la plus efficace possible. Les choses qui reviennent le plus souvent, c'est évidemment ce retour à la culture de l'écrit, ou autrement dit la culture de l'asynchrone, documenter finalement les rendez-vous, documenter le travail qui est fait pour permettre aux collaborateurs de pouvoir continuer à travailler, de continuer à comprendre le fil d'un projet sans avoir à en discuter en live avec quelqu'un ou directement de manière personnelle au bureau avec quelqu'un. Et donc, revenir à cette culture de l'écrit favorise justement le travail en mode hybride. On l'a abordé avec Yann tout à l'heure, mais évidemment, ce changement dans les modes managériales, dans la culture managériale, où, alors pas toutes les entreprises, mais certaines d'entre elles opéraient avec un mode un peu obligation de moyens. Donc, à partir du moment où le collaborateur était au bureau, il faisait acte de présence, tout allait bien. Et que de plus en plus, vu qu'on n'est plus constamment 100% du temps à côté de son collaborateur, à côté de son reporting, eh bien, comment est-ce qu'on va transitionner vers des objectifs de résultats. Peu importe comment il fait son travail, l'objectif, c'est qu'il atteigne ces 5-6 résultats à la semaine. Et donc, je vais lui laisser donner de plus en plus d'autonomie. Autre élément, après ça, je vais aller plus vite, qui me paraît intéressant, qu'on a pu nous observer chez pas mal de scale-up parisiennes, c'est que se rendre compte que finalement, le problème, c'est pas forcément la distance ou le présentiel, c'est quand on mélange les deux en même temps. Et donc concrètement, il y a 2 répercussions par rapport à ça. C'est que premièrement, on va essayer d'éviter les meetings où on a une partie de la population qui est au bureau, dans une salle de meeting en présentiel, et l'autre moitié qui est en VC. La communication est jamais agréable, il y a une espèce de disproportion des rôles, etc. Et qu'on va essayer d'avoir une certaine homogénéité, soit tout le monde en digital, soit tout le monde en présentiel, mais pas un mix. Et que ça pousse certaines entreprises à faire finalement en sorte que même quand il y a quelques personnes qui sont tous au bureau, qui sont au bureau dans un meeting, et ils vont quand même se brancher à la vidéoconférence, au Zoom, et opérer comme s'ils étaient à distance. De la même manière, dans les équipes, on voit que, surtout dans les équipes d'ingénieurs, de développeurs, on voit que il y a certaines équipes qui sont en full remote, qui sont tous en full remote, et d'autres qui sont tous en mode hybride, et que finalement, les équipes qui sont un peu avec certains qui sont en full remote et certains qui sont en hybride marchent moins bien que des équipes qui sont homogènes. Donc, voir un peu comment jouer avec tout ça. Je vais aller plus vite là, après ça sur les autres bonnes pratiques, mais bon, évidemment, il y a cette notion de capital social qui était maintenue auparavant avec le présentiel tous les jours, qui est en train de s'éroder avec le Covid, évidemment, de manière assez brutale, mais petit à petit, il y a ce capital qui est en train de s'éroder. On le voit aussi avec les nouveaux arrivants dans les entreprises, et qu'il faut mettre en place ces mécanismes de compensation. On voit, nous, un afflux incroyable. Des événements d'entreprise dans le Perche, dans les maisons de campagne, dans les salles, dans le bord de la mer, etc. Donc,
je pense que c'est des mécanismes de compensation justement pour pouvoir aller recréer ce lien social. Évidemment, on y fait un peu de travail, mais on y fait surtout de la socialisation. Et donc, pensez à pas finalement menacer trop ce capital social. De la même manière, mettre en place des rituels tous les matins. Si effectivement vos équipes sont à distance, eh bien, faire en sorte qu'ils se voient tous les matins, qu'il y a des meetings one-to-one avec le manager de manière hebdomadaire, des meetings d'équipe, etc. On en a parlé aussi. Bien comprendre, bien apprendre à appréhender son espace en fonction de la tâche qu'on a à réaliser. Ça, c'est un travail qui est assez nouveau. Moi, c'est une réflexion qui est assez nouvelle, dans le sens où apprendre que, effectivement, quand j'ai des tâches de concentration, je vais préférer les garder pour les moments où je suis à la maison. Les tâches de collaboration, je vais les garder pour faire quand je suis au bureau. Et ça demande un petit effort d'organisation à tous les collaborateurs pour mieux planifier finalement leur semaine et éviter de se retrouver à faire des tâches de concentration quand ils sont au bureau, alors que ça pourrait être un moment de socialisation et inversement. Et dernier élément, c'est les décrochages. Il faut savoir mieux identifier les signaux faibles. On a vu beaucoup d'entreprises qui nous font remonter, des décrochages de certaines entreprises un peu de manière surprise. Ils s'entendent pas à ça et sans qu'ils s'y attendent, évidemment, effectivement, voir des collaborateurs qui un peu quittent le navire. Et donc, arriver à identifier ces signaux faibles et tout de suite réagir beaucoup plus vite ou beaucoup plus fort que ce que vous auriez eu, vous, l'habitude de faire en une période ou dans un mode où vous n'étiez pas en mode hybride. Voilà, donc un passage en revue des bonnes pratiques que nous, on peut observer pour opérer de manière efficace en mode hybride. Autre élément, c'est évidemment l'organisation de la présence des collaborateurs. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit évidemment Semana. Donc, pour rappel, nous, on est une solution qui va vous permettre à la fois de configurer votre politique de télétravail, donc donner des règles de jours maximum de présence, de jours maximum de télétravail, des jours fixes de présence et de configurer vos espaces aussi avec des zones, etc. De telle sorte à ce que les collaborateurs puissent de manière régulière déclarer leur semaine dans l'interface et choisir finalement leur statut entre le bureau, le télétravail, les déplacements, les congés, etc. Et ça, dans le but à la fois de respecter la politique de télétravail que vous avez mis en place, dans le but aussi de potentiellement vous permettre d'opérer avec un taux de flex assez agressif, donc avoir moins de bureaux que d'effectifs, mais surtout, il faut pas le sous-estimer, leur permettre de collaborer au mieux, de donner cette transparence à toute cette organisation hybride sur qui est où en permanence et favoriser finalement l'organisation de jours où tout le monde vient en même temps au sein d'une même équipe. L'outil vous permet aussi d'opérer en flex office, donc les collaborateurs pourront soit se voir attribuer automatiquement des desks, avoir des zones, des desks dédiés, etc. Et tout ça dans une manière intégrée avec votre écosystème digital, donc à la fois votre système RH de réserve, on va nous se synchroniser avec les jours de congé, de télétravail, on va se synchroniser avec votre calendrier, avec Microsoft, etc. Et pour vous faciliter à la fois la vie des responsables RH, mais aussi des collaborateurs. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d'informations sur Semana. Et je laisse la parole à Timothée pour conclure. Merci Albert, merci Johanna et merci Yann. Alors, normalement c'est le temps des questions-réponses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de questions. Alors ça, vous avez été extrêmement fluide, tout le monde n'est pas encore bien réveillé. Mais on va quand même balayer les quelques points qui ont été notés. Sur les effets rebonds défavorables, on ne peut pas penser que ces déplacements courts, type course, accompagnement des enfants, etc., sont réalisés en mode actif. Alors, il n'y a pas la question, mais je vais poser un point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire naturellement oui. Je ne sais pas si vous êtes tous aussi militants que moi. Pas Yann, si vous voulez compléter, peut-être. Non, mais alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Si vous voulez, théoriquement, tout à fait. Alors après, quand même, ce qu'on constate, c'est que encore aujourd'hui, la part modale du vélo reste assez faible dans les déplacements. La grande majorité des déplacements, par exemple, domicile-travail, se font, c'est 7 km, ce qui est une distance qui peut tout à fait être fait en vélo. Et on reste quand même majoritairement sur l'usage de la voiture. Alors, ça dépend vraiment des territoires. Donc, oui, sur le principe, complètement.
Après, et je pense qu'il faut être attentif à la conversion de la théorie dans la réalité, quoi, par rapport à l'usage de ce vélo, quoi. Alors nous, ADEME, bien sûr, on fait tout pour pousser au maximum l'usage du vélo. Après, voilà, il y a encore des pratiques à changer, une culture du vélo qui reste à développer. Et je jette pas la pierre aux citoyens. Il y a aussi en plus de ces notions de culture, il y a aussi se réapproprier un mode de déplacement, changer un peu ses modes de vie. Il faut qu'autour du vélo, il y ait des services vélo pour rendre l'usage du vélo facile, accessible. Voilà, donc je pense que ça peut être totalement un vecteur de développement du vélo. Après, voilà, il faut quand même continuer à développer à la fois les infrastructures, les services vélo et la culture du vélo au sein de la société, quoi. Autre question sur le sujet de la remotorisation des télétravailleurs. En gros, est-ce qu'on a des données permettant de savoir si les forts télétravailleurs ou les télétravailleurs un peu plus actifs que la moyenne sont moins motorisés que la moyenne des ménages français ou pas? Alors, nous, au niveau ADEME, on n'a pas de données. Pourquoi? Alors, c'est certainement des études qu'on fera, qu'on lancera où on se reposera sur des études annexes. Après, je pense qu'on est encore un petit peu dans une période de transition aussi. Donc, pour mesurer les effets longs parce que la démotorisation, c'est ce qu'on pourrait appeler un effet long finalement. C'est la décision de se démotoriser, c'est une décision forte au sein d'un ménage. Clairement. Voilà, donc en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments corroborant cette démotorisation concrète. Voilà. Ok, il y avait une remarque de Dominique Valentin, mais là c'est plus sur l'existence d'une structure qui s'appelle Relais d'entreprise sur le sujet des tiers-lieux et du coworking, qui est tout à fait complémentaire à ce qui a été dit, qui est label bas carbone. Donc c'est intéressant de suivre effectivement les travaux du label bas carbone pour justement éviter de rentrer dans les fausses bonnes idées et d'objectiver ses gains. Alors moi j'ai une question complémentaire, une remarque, mais c'est assez fou de se dire que quand même ça fait alors, même si c'est que 40% des Français qui peuvent bien télétravailler, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on parle de télétravail et de voir qu'on a dû attendre des situations aussi, on va dire, prononcées et ou critiques pour voir arriver des solutions et des outils. Voilà, donc c'est plus une remarque, Albert. Longue vie à Semana et je me dis c'est quand même fou qu'il a fallu attendre des crises Covid pour commencer à avoir des outils pour structurer ce genre de politique. Donc, c'est pas tout à fait une question. Je vois qu'il y a des écritures là qui sont en train d'être faites. Donc, une question qui vient d'arriver. Vas-y. Timothée, le télétravail a une influence sur la pratique du covoiturage? Bonne question. Alors, puisque la part du télétravail augmente et que du coup les déplacements sont moindres, je pense que mécaniquement, il y aura moins de covoiturage, sachant que la part du covoiturage est quand même aujourd'hui assez restreinte. Donc, quel est l'impact, je ne sais pas, mais mécaniquement, c'est obligatoire. Non, mais alors, attention, parce que je pense qu'il faut le voir aussi avec, là encore, une sorte d'effet rebond, si vous voulez. Pourquoi? C'est que si des pratiques de télétravail se développent, si ça induit des changements de comportement, et typiquement, par exemple, de la démotorisation, ça pourra avoir en revanche un effet favorable sur le covoiturage. Et si on se démotorise, les jours où on va quand même aller au boulot, sur notre lieu de travail, on n'aura plus de voiture pour le faire, et donc il faudra se reposer sur d'autres modes de transport. Donc typiquement les transports en commun, le vélo ou covoiturage. Donc ça pourra avoir aussi sur le plus long terme un effet rebond positif, quoi. Clairement. D'ailleurs, j'ai une question sur le sujet du télétravail, en tout cas de l'étude avec des effets rebonds. On a mesuré finement les conséquences de plus se chauffer à domicile, plus utiliser sa cuisinière le midi. Enfin voilà, quelle est la part de ce... Parce que j'entends beaucoup en fait de salariés se plaindre sur le télétravail, c'est bien, mais ça me coûte plus cher que ça soit en produits ménagers, papier toilette ou consommation électrique. Et du coup, on sait sur la partie environnementale, c'est l'effet rebond associé. Alors, on a, dans le cadre des études qu'on a menées, on a bien sûr intégré ces mesures-là. C'est ce qui nous est globalement dire que les effets défavorables, ça impactait à peu près 30% de moins l'impact environnemental. Après, comme je le disais tout à l'heure, honnêtement, c'est très difficile d'avoir des éléments statistiques parce que ça a des effets systémiques. En fait,
Ça va vraiment dépendre des modes de vie, des manières. Si vous voulez, par exemple, l'impact économique, c'est intéressant. Ça va dépendre à la fois de ce que l'entreprise va donner comme incitatif, comme prime, enfin comme rémunération liée au télétravail, une rémunération complémentaire dans certaines entreprises. Certaines entreprises qui ouvrent le champ de pouvoir se doter de nouveaux matériels, donc qui remboursent par exemple, je sais pas, des achats d'imprimantes, des achats de bureaux, des choses comme ça. Ça va aussi être lié à aux pratiques. Si par exemple vous êtes dans une entreprise avec une cantine d'entreprise qui vous coûte, je sais pas, 6 euros le midi, ça pourrait être tout à fait. Enfin, ça sera difficile par exemple d'être compétitif même en restant chez vous. En revanche, si vous êtes obligé d'aller tous les jours au restaurant, vous avez un demi comment dire, chèque resto, ça peut être pertinent économiquement. Donc, ce que je veux dire, en gros, pour résumer, pardon, c'est que c'est très complexe d'avoir un regard sur ces effets rebonds de manière pointue. Il faudrait vraiment avoir une étude statistique très fouillée et très large, et ça, on l'a pas fait. Je crois qu'on a perdu Timothée. Ouais, on a perdu Timothée. Je pense qu'il a eu un petit bug de réseau. Peut-être pour une toute dernière question pour Albert, on a une question. Logiciel Semana utile à partir de combien de collaborateurs global, présentiel plus distanciel? Alors, nous, on voit l'usage de notre logiciel pour des organisations qui font à partir de 30 personnes, 30-40 personnes. Par contre, effectivement, le gros de nos clients sont des clients qui ont entre 500 et 1000 collaborateurs. Voilà. Mais après ça, l'usage, c'est à partir de 30-40. Merci pour cette précision, Albert. Donc, on a fait le tour des questions. Je vois que le temps est arrivé à terme. Du coup, je voulais simplement vous remercier tous, Yann, Johanna, Albert et puis Timothée qui est parti pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci à tous les présents.